La première brèche dans la muraille de la vie première, ce sont les livres, je l'ai dit, qui l'ont ouverte et continuellement entretenue. Je n'ai pas trouvé celui que je cherchais. Il demeurait impublié, parce que le monde extérieur, en l'absence de liaison, n'avait pas encore porté atteinte à la réalité prochaine. Et alors pourquoi y faire réflexion ? On ne s'y résout qu'à la dernière extrémité, sous l'effet du conflit, de l'inconfort, des contrariétés. Ils n'avaient pas pris les proportions qui obligent à y penser sérieusement. Ils y parvenaient quand on est arrivé. Ils sont consubstantiels à la vie qu'on a eue dès le début. On n'a pas pu ne pas imaginer un monde autre, des jours différents dont les envoyés parfois passaient. Mais ils ne s'attardaient pas, ils venaient du dehors et ils y retournaient. L'incompatibilité était évidente entre l'éclat dont ils étaient revêtus, la profuse liesse qu'on en concevait, et l'étroit, le terne, le triste qui nous était assigné. Que Pierre Bergogneau parle de liesse, c'est un petit peu imprévu, c'est dans ce livre qui s'appelle « Signe extérieur » qui vient de paraître chez Fata Morgana, à peine 40 pages, avec un accompagnement graphique magistral de Philippe Cogniet, d'autant plus que dans ce livre, il y a des traversées de villes, des routes, des trains, et donc le copain Cogniet doit se sentir parfaitement chez lui aussi. Vous savez que je l'ai reçu en même temps que ce truc qui est beaucoup plus épais, qui est le 4e des carnets de notes de Bergogneau, avec ceci de très bizarre, c'est que le carnet 1 est tout entier autour d'un deuil de beau-frère dans le coma après une chute idiote, et il s'agit un jour d'autoriser ce qu'on dit débrancher. Et dans ce tome-ci, qui n'est que 6 mois de la vie de... 6 mois, pardon, 2011-2015. 4 ans, alors que les autres s'étageaient par décennies. Mais c'est bien bizarre en même temps, c'est-à-dire le moment où Bergogneau commence à publier son journal, du coup, l'écriture du journal en cours, elle, devient plus massive. Et moi, hier, pendant 2 longues heures tendues, sans penser, c'est par la fin que j'ai commencé. Bergogneau perd sa mère. Point à la ligne. Je savais que depuis 2 ans, il y avait cette astreinte d'aller tous les jours la visiter dans sa maison de retraite. C'est une expérience pour ceux de ma génération qui évidemment nous est directement sensible, qu'on affronte tous avec ces petits moyens. Je pense que ce qu'il y a d'essentiel dans l'écriture de Bergogneau et dans cette fin de ce carnet de notes, c'est que l'expérience reste l'expérience la plus commune. Est-ce que dans ces moments-là, on parle de carte vitale et de la difficulté à retrouver la carte vitale pour terminer des paperasses? Ben ouais, et c'est ça qui fait aussi cette force. Mais c'est de celui-ci que je voulais parler, parce qu'il y a quelques jours, j'avais enregistré une vidéo d'1 heure sur mon rapport à Bergogneau. Je laisse le lien dessous. Ce qui est surprenant, je me souviens d'une phrase de Julien Gracq, d'ailleurs, il faudrait que j'y revienne là-dessus. Dans son petit couloir, dans cette maison qui a été complètement ripollinée depuis, sans intérêt, toute vidée, tout vendu aux enchères, il y avait une espèce de tableau dans le couloir. Et ce type qui avait connu tous les surréalistes, ce tableau était une vraie croûte. Ça m'avait... je m'étais arrêté un peu interloqué. Il avait dû le percevoir et il m'a sorti cette phrase-là: je ne suis pas attiré par la peinture. Bon, on y reviendra. Moi, la peinture, bon, c'est comme la littérature et la musique, on se le prend comme un bulldozer dans la gueule. Mais Bergogneau et la musique, pour moi, il y avait des exceptions. C'est ce morceau de Chuck Berry qu'on entend au tout début de ce bouquin-là, où on part en voiture, l'arbre sur la rivière, où on part en équipé jusqu'au périph' parisien. Ben, tout d'un coup, Bergogneau ouvre un livre à la musique.
En même temps, il commence, vous l'avez vu, par les livres. Sinon, c'est un peu plus tôt dans la journée, entre la fin des classes et le retour à la maison, dans le hall aux cloisons de plâtre cru garni de bancs de bois du conservatoire de musique. Il ouvre au fond à gauche, sur un corridor qui mène aux salles de piano et de solfège. Les cordes sont logées à droite, dans une partie que je connais mal, et qui comporte tout au bout une salle d'audition très vaste, où un piano à queue se mire dans un parquet de pin verni, doré, le jour de l'examen, en juin. Un nouveau directeur a été nommé. Son fils, qui n'a pas atteint la trentaine, est déjà un pianiste renommé. Il se produit en concert. Si ce n'est pas vers 9h du soir à la maison, ce doit être vers 5h de l'après-midi, dans la salle d'attente, où confluent, par les couloirs en chicane, les sons qu'on tire de part et d'autre des combles. Des violons couinent comme des rats, les pianos bégayent, trébuchent, tandis que certains jours s'élève le brame d'auroch ou de zébu d'une contrebasse. Quelqu'un d'autre en moi, dont je ne savais rien, s'est éveillé au magique appel qui lui parvient par les chemins de l'éther ou de derrière la porte de la salle d'audition. Je me découvre possesseur d'une joie sans borne, porté à des hauteurs où je n'avais jamais atteint, purgé de la médiocrité, guéri du prosaïsme auquel je me croyais condamné, meilleur, plus grand, apte à des entreprises dont je ne sais rien, sinon que leur accomplissement s'accompagnera du parfait bonheur que j'éprouve à entendre, mais il me semble les voir cavalcader les notes du piano. Elles ne diffèrent pas, formellement, de celles que nous apprenons à déchiffrer, à transférer d'une clé dans l'autre. Je les identifie aussi facilement que celles de la dictée musicale qui succède aux exercices de solfège. Elles vont m'accompagner. Je garderai longtemps l'espoir de les revoir. Lorsqu'elles ont croisé de nouveau mon chemin, je les ai instantanément reconnues. Elles m'ont prodigué la même joie pure, les mêmes allègements subits, élargissement du cœur et de l'âme. Certitude qu'un ordre transcendant, parfait, rayonne au-delà des jours sans éclat, des pensées imparfaites, des sentiments mêlés auxquels se ramène le plus souvent la réalité. Mon pauvre Bergogneau qui regardera jamais ma vidéo, toi qui n'aimes pas Marcel Proust, est-ce que tu n'as jamais été aussi proche de quand Proust parle de la sonate de Vinteuil et de cette petite phrase de violon ou de ces magnifiques phrases sur le piano de Chopin, mais il y a longtemps qu'il n'a pas dû rouvrir son Marcel Proust, mon cher Bergou. Donc, tout d'un coup, en même temps, c'est cette piste formelle que nous, on doit à cette période-là, des Artaud, des Proust, comment parler d'un moment simplement intérieur. Cet appel, comme ça, de la musique, si imprévu qu'il soit, chez Bergogneau, en plus, il y en a deux, il y a un autre moment plus tard où il parle, et du coup, ce sera un truc de jazz, mais bon, j'ai juste retenu ce premier. Et puis, cette histoire de la réminiscence en flash-forward. Là, il est neuf, le Bergou. C'est-à-dire... garder cette densité sans explication, se fonder seulement à cette mémoire auditive. Mais en ce moment, lui-même, ça, il l'a raconté dans La mort de Brune, par exemple, qui est un des livres les plus hauts qu'il nous ait donné, le père Bergou, avec ces séances comme ça d'élèves dans le conservatoire, et puis la haine ou l'indifférence qu'il en garde pour tout ça. Et puis, justement, comment travaille en soi-même cette réminiscence anticipée, de façon à ce que, quand le hasard fait qu'on la retrouve directement sur sa route, on sait que c'est ça. Et là, jamais négligé chez Bergou cette inscription du monde le plus contemporain, avec, même s'il en prend qu'un petit timbre-poste, même s'il parlera jamais de deux autoroutes, mais qui parlera toujours de l'autoroute qui mène de Paris Sud, Orsay, jusqu'à la ville de Brive, en Corrèze, en passant par Orléans et Vierzon. Et puis voilà, ça sera dans ce lieu précis d'une aire d'autoroute entre Orléans et Vierzon. Et comme il nous donne le nom du compositeur et du morceau, c'est celui que je vais mettre en fond de ma vidéo.
Le miracle auquel j'ai assisté, si j'y reviens, c'est pour avoir cru longtemps qu'il ne se reproduirait jamais. D'autres ont eu lieu qui s'accompagnaient d'un bouleversement similaire, mais leur nature tangible, durable, les mettait à portée d'une enquête plus ou moins raisonnable, c'est-à-dire susceptible d'aboutir. On pouvait se renseigner, sachant que, pour ce qui nous concernait, il faudrait s'éloigner de 100 lieues et plus pour être un peu fixé. La musique, c'est différent. C'est l'état provoqué par un agencement de sons passagers. Du temps a passé, je suis parti. Ce n'était pas pour retrouver une poignée de notes, mais pour étudier la syntaxe générale dont on ne recueillait sur la périphérie que des fragments épars. Comme il semblait peu vraisemblable que l'enchantement jailli du poste de radio ou de la salle d'audition soit le fait d'un compositeur mineur, j'ai caressé vaguement l'espoir de retrouver l'émerveillement de mes 10 ans au détour d'une œuvre célèbre. Espérance imprécise au demeurant, je n'écoutais plus de musique, trop occupé à dépêcher les arriérés toujours ensevelis dans les livres. C'est peut-être les pensées que je remâchais un jour que je roulais vers Orléans. Le paysage où je m'avançais n'avait pas besoin qu'on y pense, comme ceux des livres, pour exister. Je devais me dire que j'avais fini, à force, par tout renverser, donner le pas aux signes, au détriment des choses, au réel bois défeuillé, sous le ciel pâle de fin d'hiver, qui s'inscrivaient d'eux-mêmes dans le pare-brise, sans l'intermédiaire du papier, et que ce n'était pas vivre. Un panneau annonçant la prochaine sortie et ses destinations m'a troublé. Je croyais avoir encore un assez long morceau d'A71, pardon, avec les lumières je vois mal. Je croyais avoir encore un assez long morceau d'A71 à parcourir et j'en doutais maintenant. Je me suis rangé sur la bande d'urgence, à l'entrée de la bretelle, pour m'y engager si nécessaire, et dans le cas contraire, récupérer l'autoroute. La radio marchait doucement. J'avais mis les feux de détresse, et moteur au point mort, je consultais une carte fatiguée dont les plis déchirés morcelaient le pays, me compliquaient la tâche. C'est alors que l'archange a pris place sur le siège du passager. Un être de lumière et de beauté dont le rayonnement devait m'avoir à peu près éclipsé, comme quelque chose qui traverse le feu d'un projecteur ou le disque du soleil. J'ai réussi à me dire que ce n'était pas ici, mais à la sortie suivante, beaucoup plus loin, qu'il faudrait obliquer avant de me trouver, de me tourner vers l'envoyé venu du fond de l'enfance. C'était lui, sa puissance souveraine, qui repoussait indéfiniment les sévères abords de l'autoroute comme autrefois les murs du salon salle à manger ou les cloisons de plâtre cru. Comme jadis, j'ai éprouvé le besoin de prendre l'assistance à témoin, mais nous étions seuls, l'archange et moi, sur la voie du dégagement, sur la voie de dégagement, et j'ai encore songé, l'ombre vague en quoi je consistais un petit peu, qu'il allait falloir faire attention lorsque je traverserais la bretelle en diagonale pour récupérer l'autoroute. C'était facile. La circulation est clairsemée un mardi de mars, vers 2h de l'après-midi, entre Orléans et Vierzon. Mais il s'agissait de ne pas oublier que la réalité existe par soi, et s'entend à le rappeler à ceux qui lisent ou qui rêvent aux anges avec pertes et fracas. J'ai manœuvré dans la profuse splendeur où je venais d'entrer, monté le son, éteint les feux de détresse, répété à ma seule intention qu'il faudrait tendre l'oreille lorsqu'on donnerait les références à la fin, rouler 5 minutes dans une liesse intemporelle avant que le présentateur ne mentionne d'une voix égale que c'est le concerto symphonique en ré mineur de Henry Littolf que nous venons d'entendre. J'étais certain de me souvenir, mais je me suis encore rangé sur la voie d'urgence pour noter sur un papier. Pierre Bergougnoux, Signes extérieurs, c'est chez Fata Morgana. Pour François, de vieilles velléités de dissidence en frère Pierre. On méritait qu'on y fasse écho quand même.